Donc, bonjour, équipe 6 du code de comptabilité niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imprimée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Valérie Asselin, CPA, thérapeutique. Alexandre Valjean, CPA auditrice, ABC Service Conseil. Jérôme Sanson, CPA, propriétaire Consul de Pauline. Je peux commencer? Oui. Donc, derrière chaque grand succès d'entreprise se cache une décision courageuse et c'est ce que nous sommes venus faire avec vous aujourd'hui pour répondre au mandat qui nous a été confié. Donc, avec mes collègues, Jérémy, Christophe et moi-même Méliane, nous allons vous présenter les recommandations que nous avons à vous faire. Donc, le mandat que vous nous avez confié était de vous recommander quant au meilleur projet d'investissement selon les options fournies, de vous recommander pour le meilleur mode de financement et de faire les redressements et des corrections comptables qui respectent les normes comptables, tout en respectant, bien entendu, les valeurs de l'entreprise. Donc, pour ce qui est des projets d'investissement, vous nous avez proposé deux projets. Le premier étant l'agrandissement de l'immeuble actuel et le second étant l'achat d'un nouvel immeuble. Pour ce qui est de l'agrandissement, l'investissement se chiffrerait total de 240 000 $. Ça serait réparti en 175 000 $ pour l'agrandissement et 65 000 $ pour ce qui est du nouvel équipement. Il y a d'autres frais qu'on ne connaît pas, cependant, les frais d'architecte, frais d'ingénieur, l'obtention du permis de construction, ainsi que le frais d'arpentage géomètre. Par contre, vous avez dit que vous allez vous départir de vos équipements dont vous avez déjà en main. Ces équipements ce serait une bonne chose, en fond, de s'en départir et de les faire réutiliser. On pourrait les vendre à un entrepreneur qui les intéresserait ou simplement les faire recycler. On a calculé que ces équipements avaient une valeur comptable nette de 7 200 $. Pour ce qui est de l'achat du nouvel immeuble, l'investissement total se chiffrerait à 300 000 $ et 65 000 $ pour l'achat du nouvel équipement, en plus de frais de notaire qu'on ne connaît pas. Par contre, on peut se disposer de l'immeuble actuel et ainsi que de l'équipement pour une valeur de 105 000 $, ce qui fait que le total d'investissement se chiffre à 260 000 $. Donc, pour ce qui est de l'agrandissement de l'immeuble actuel, ce projet nous présente des avantages ainsi que des inconvénients. Pour ce qui est des avantages, on a moins de changement d'environnement, on n'a pas à tout changer, surtout pour ce qui est de la main-d'œuvre, on n'a pas à tout déplacer. De plus, c'est un coût d'investissement initial moindre. Cependant, les inconvénients de ce projet sont les suivants. Il y a 2 ans sans expansion des activités d'entreprise. Il y a aussi on ne connaît pas la totalité des frais et finalement, on a un besoin de révision de l'amortissement si on fait les agrandissements. Pour ce qui est du projet d'achat d'un nouvel immeuble, ça présente des inconvénients suivants. On a des frais d'aménagement qui sont inconnus, ainsi qu'une période d'arrêt des activités de l'entreprise. Cependant, les avantages, il y a une possibilité d'expansion future, puisqu'on on fait l'acquisition d'un immeuble qui est plus grand en superficie de ce dont on a besoin. Aussi, il n'y a aucune modification nécessaire à faire pour ce qui est de l'immeuble en soi. Et en plus de ça, c'est une occasion d'affaires. On veut vendre notre immeuble actuel à un jeune entrepreneur. Donc, on supporte un nouvel entrepreneur. Et en plus de ça, puisqu'il y a juste les frais d'honoraires de notaire, il y a moins de frais inconnus. Pour ce qui est de la recommandation, pour le projet d'agrandissement, nous l'avons rejeté puisqu'il ne possédait pas assez d'avantages selon nous. Donc, on allait de l'avant avec le projet d'achat d'un nouvel immeuble. Donc, on s'est vraiment basé sur le 2 ans
sans expansion des produits versus le 6 mois qu'il va y avoir pour la transition d'un immeuble à l'autre. Pour nous, c'est vraiment important de demeurer concurrentiel puisque si on arrête de faire des innovations pendant 2 ans, c'est certain que l'idée va nous passer sur le nez puis que ça va être une autre entreprise qui va aller chercher la part de marché qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment important pour nous de garder, de demeurer dans la concurrence. Donc, on aimait mieux aller sur la période de 6 mois qui n'aura vraiment aucune activité plutôt que d'aller sur la période de 2 ans pour l'agrandissement, mais sans avancer là, par rapport à nos produits. Donc, on va vous présenter les différents modes de financement pour financer la recommandation qu'on vient de faire. Ici, on a mis en tableau les informations que vous avez vous-même fournies par rapport aux 3 options, donc le prêt à la banque, l'investissement de M. Yad, et ainsi que l'achat d'actions de Mme Charles, un de vos principaux fournisseurs. Donc, premièrement, le prêt de la banque. On a fait, à titre de comparaison, calculer les charges d'intérêt de la première année qui serait environ de 18 000. Puis, ce qui est important à dénoter, c'est que les charges d'intérêt vont diminuer d'année en année, donc c'est des charges moindres à l'état des résultats. Sinon, la banque vous demandait un ratio de fonds de roulement. En ce moment, on l'a calculé avec le bilan que vous avez fourni, puis ça tombe à 2,09. C'est acceptable, mais c'est très à risque, surtout considérant qu'une nouvelle entreprise, souvent, c'est avec le ratio de fonds de roulement qu'on va avoir des difficultés, ce qui donne un risque de briser le prêt. Puis, en fait, le ratio d'endettement, nos calculs nous donnent que c'est tout simplement pas admissible, comme la banque vous demandait un ratio d'endettement de 75 %. C'est aussi une option qui demande de mettre en garantie les actifs que vous achetez, qui est quand même un risque considérant que le prêt peut être brisé facilement. Donc sinon, il y avait l'investissement de M. Yad. On a fait des calculs pour déterminer que la première année, les redevances, avec les chiffres que vous avez fournis, ça donnerait environ 15 000 $ de redevances. Puis si on était en royauté, que vous aviez déjà tout payé, ça aurait donné 3 700. Ce qui est important à dénoter, c'est que cette option-là, plus vous allez avancer, plus que votre entreprise va faire des bons revenus, des meilleurs revenus, plus que les charges vont être importantes, donc augmenter dans le temps. On a fait un calcul à titre comparatif que si vous aviez un revenu annuel de 227 500, vos charges de redevance seraient équivalentes à l'année 1 du prêt avec la banque. Ce qui est aussi important à dénoter, c'est que M. Yad sera un investisseur silencieux, dans le sens que oui, il investit de l'argent, mais il ne participerait pas aux activités de l'entreprise, il ne peut pas devenir actionnaire comme il l'a mentionné. Donc, on n'a pas nécessairement accès à son expertise. Et sinon, le dernier choix était la vente d'actions avec Mme Charles, qui comportait 40% du capital action, ce qui équivalait à 33 000 $. Donc, le 227 000 restants serait contracté sous forme de prêt. C'est sûr qu'il y a des choses à négocier, par exemple, plusieurs modalités, la durée de ce prêt-là, les intérêts encourus, s'il y en a, de quelle façon on va calculer ça. Sinon, ce serait un investisseur participatif. Il y aurait des actions votantes participantes de votre entreprise. Donc, ça serait dans son intérêt de vous assister dans les activités de l'entreprise pour que celle-ci fructifie et se dirige constamment vers la réussite. Vous avez mentionné que le lien avec votre fournisseur serait extrêmement important. En fait, intégrer votre principal fournisseur à votre entreprise serait selon nous un des meilleurs moyens pour renforcer ce lien-là et le bonifier. Sinon, il y avait un ratio d'endettement qui était à respecter. On a fait le même calcul que précédemment avec la banque, mais avec une augmentation du passif de 227 000 et le ratio d'endettement était tout simplement respecté à environ 68 %. Donc, notre recommandation, c'est d'y aller avec l'offre de Mme Charles. C'est vraiment, on a trouvé que c'était l'option qui respectait plus les valeurs de votre entreprise que vous avez fournies. C'est sûr qu'il y a plusieurs points à négocier. Par exemple, est-ce que la valeur des actions serait vraiment 33 000, les actions à acquérir? Est-ce que, justement, il y a les modalités du prêt? Puis sinon, on avait pensé, on avait connaissance de plusieurs
plusieurs subventions qui pourraient diminuer le montant du prêt. Par exemple, en ce moment, à cause de la pénurie de main-d'œuvre au Québec, le gouvernement du Québec offre des subventions pour l'achat d'équipements automatisés pour justement essayer d'aider les entrepreneurs contre cette pénurie. Donc, peut-être que vos équipements que vous voulez acquérir pourraient être aptes à ces subventions. Sinon, le bâtiment aussi qu'on recommande d'acquérir, s'il respecte certaines normes éco-énergétiques, il y a d'autres subventions qui peuvent être données pour l'acquisition du bâtiment, encore une fois par le gouvernement provincial. Puis ça va aussi avec la valeur de l'environnement. Donc, puisque c'est éco-énergétique, ça va peut-être aussi vous aider là, à réaliser comment on dit ça? La mission de l'entreprise, ouais, ça va respecter vos valeurs. Donc, pour le reste, je vais y aller avec les redressements comptables qui s'imposaient face aux études financiers et aux transactions qui nous ont été soumises. Donc, le redressement, simplement pour préciser, c'est une correction qu'on va aller effectuer au lieu comptable. Donc, la première, on a remarqué que la TPS et la TVQ étaient toujours inclus dans le revenu. Donc, ça va être important de l'isoler pour être apte à déterminer les taxes gouvernementales dues à la fin de l'année. Donc, on a simplement fait la petite correction, on a enlevé les taxes de la vente qui avait été effectuée, qui avait dans les pièces justificatives que vous nous avez fournies. Donc, on a simplement enlevé les 36 et 46 qui étaient de trop dans les ventes, puis on les a intégrés dans leurs comptes respectifs, la TPS à payer et la TVQ à payer. Par la suite, on avait l'achat de fournitures de bureau. Donc, c'est important de noter que fourniture de bureau, oui, c'est un actif, mais c'est un actif court terme. Donc, ce n'est pas à ajouter aux immobilisations, donc équipement et machinerie, puisque ça ne fonctionnait pas les deux ensemble, ces deux comptes n'allaient pas ensemble. On a simplement retiré les fournitures de bureau de l'équipement et machinerie. Par la suite, on a remarqué une petite coquille dans vos écritures. En fait, votre compte s'appelle en caisse. C'est important de garder toujours les mêmes noms de compte pour assurer un meilleur suivi des transactions par la suite. Encore une fois, ici, on avait la TPS et la TVQ qui étaient isolées des achats de matières premières que vous avez effectués. Donc, on reste sur la même idée que tout à l'heure. Mais par contre, vu que ça va être des TPS et TVQ à recevoir, par la suite, ça va nous aider à déterminer combien que le gouvernement doit nous rembourser là, à la fin de l'année. Donc, les deux ensemble, on va les comparer, on va faire l'addition, puis ça va nous déterminer si on doit payer des taxes supplémentaires ou bien recevoir un remboursement à la fin de notre année. Par la suite, on avait le retrait qui avait été fait de 200 $, qui avait été imputé aux frais d'administration. Pour nous, ce retrait-là, ce n'était pas un frais d'administration, puisque c'était un retrait personnel. À ce moment-là, puisque c'est une société qui est incorporée, ça serait davantage une dividende, mais ce qui commence à être plus complexe avec une dividende, c'est qu'il faut que ça soit versé à tous les actionnaires selon plusieurs noms. Donc, pour nous, ça n'allait pas vraiment là, dans le frais d'administration. C'est pourquoi on a fait cette correction. Donc, vous nous avez présenté des états financiers. Dans le fond, puisque vous avez une entreprise de fabrication, il est très important de respecter la forme de l'état financier assujetti à cette forme d'entreprise. Donc, il serait important d'effectuer un état du coût de fabrication au lieu d'un état des résultats. Et c'est ce que nous avons effectué. Cependant, il reste beaucoup de chiffres à détailler. Vous nous avez donné le coût en matière première. Ce dernier devrait être détaillé dans le coût des marchandises vendues de l'état du coût de fabrication. Ensuite, les frais généraux de fabrication seraient à détailler. Dans les charges d'exploitation, il y aurait aussi les frais de vente et frais d'administration qui auraient besoin de détails pour savoir chaque poste, quel chiffre on attribue à ces derniers. Et pour finalement trouver le bénéfice net, on a besoin de la charge d'imposition, qui n'était pas, le pourcentage d'imposition n'était pas fourni dans vos données, donc on l'a inséré, on l'a mis en œuvre aussi pour dire qu'il était à savoir. Pour les autres informations pertinentes, ça va simplement être important lorsqu'on va faire la disposition du bâtiment initial, donc celui qu'on possédait, de faire la radiation du compte d'amortissement cumulé à votre grand livre. Par la suite, lorsqu'on va disposer du terrain, puisque le terrain et le bâtiment ont été mis complètement dans le même compte d'immobilisation, ça va être important de les séparer pour trouver la valeur comptable nette du terrain, puisque ce n'est pas un bien qui est amortissable.
mais qu'on a intégré également dans l'amortissement cumulé du bâtiment et du terrain. Donc, ça va être une petite correction à effectuer. Par la suite, on a la comptabilisation du nouvel immeuble du terrain qui devra être faite. Mais encore une fois, séparer le terrain et l'immeuble, puis recruter un technicien comptable ou bien faire une formation comptable pour les actionnaires pour vous faciliter davantage les traitements comptables à effectuer. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des détails de votre calcul de ratio d'endettement? J'aimerais savoir plus d'informations sur comment vous arrivez à cette personne. On n'a pas les détails, c'est sûr que. Ça, c'est le bilan redressé en fait. Mais on a simplement. Pas tout en détail, mais en gros, maintenant. Ouais, en gros, on a redressé l'actif avec la départition de votre immeuble et terrain actuel, puis on a rajouté votre acquisition, puis ensuite on a simplement augmenté le montant passif de l'emprunt que vous allez prendre. Puis c'était quoi le prix de l'achat que vous avez considéré dans le fond pour les immeubles? C'était 260 000 avec la disposition de la bâtisse initiale. Ça donnait un investissement total de 260 000 sur mon compte. Comment vous êtes arrivé à 33 000 quand vous avez fait votre calcul pour le 40% des actions? Ce qu'on a considéré, c'était que Mme Charose investissait dans l'entreprise. Dans le fond, ce qu'on voulait voir, c'était l'entreprise, les actionnaires initiaux. Il leur reste 60% des actions, 60% égale de 50 000 qu'ils possédaient déjà. Donc, on a fait un produit croisé pour déterminer que 33 000 de 40% manquant pour avoir la totale des actions. En fait, plus exactement, on a décidé d'émettre de nouvelles actions d'un montant de 33 000. OK. Vous rajoutez des actions ordinaires, entreprises et non les actions qui sont déjà en place, qui sont revendues. Vous avez émis de nouvelles actions. Exactement. C'est la raison pour laquelle vous avez mettre 33 000. Exactement. Voilà. Moi, je suis là. Ouais, c'est ça. Correct, moi.